c'est un plaisir à plusieurs titres. Premier titre, et nos étudiants ne le savent pas nécessairement, c'est que vous avez formé des générations d'étudiants de l'IEP, il y a longtemps, à l'IEP de Bordeaux, ce qui nous réjouit toujours, puisque c'est aussi un IEP de région, et Madame Lalumière y enseignait à l'époque le droit public. Ensuite, tout le monde parmi vous connaît sa carrière politique à travers les différents gouvernements constitués par François Mitterrand, aux affaires européennes notamment. Et j'allais dire pour Strasbourg, vous avez apporté beaucoup plus que ce que Strasbourg a pu vous rendre, parce que dans des périodes extrêmement turbulentes, si on peut les qualifier ainsi, vous avez tenu le gouvernail d'une institution qui n'est pas loin d'ici, le Conseil de l'Europe comme secrétaire général, à un moment donné où les événements à l'est de l'Europe bousculaient les candidatures à cette noble institution. Et dans cette époque, à cette époque-là, vous vous souvenez certainement très bien, on ne savait pas très bien peut-être au point de départ où on naviguait. Il y avait de nombreuses propositions dans une conférence pan-européenne ou une institution pan-européenne qui est venue, convention qui est venue de la bouche d'un président français qui faisait directement concurrence à l'institution que vous dirigiez alors. Et je crois qu'on peut vous dire un grand merci pour avoir, pendant votre période de secrétariat général, donné à ce Conseil de l'Europe ignoré du lustre, de la présence et du dynamisme sur le site de Strasbourg. Et puis, je voudrais lever un troisième point. Madame Lalumière est aussi liée à notre maison parce qu'elle préside le comité d'orientation d'une revue et qui est une propriété commune de l'École nationale d'administration et de l'IEP de Strasbourg, qui est la revue Études européennes, qui est une revue en ligne. Et je dois dire que, avec beaucoup de fidélité, avec beaucoup de dévouement, Madame Lalumière vient animer les réunions de cette instance, ce qui nous permet de diffuser assez régulièrement, aller sur le site, une revue, je l'espère, de qualité, et en tout cas une revue de débat sur les problématiques européennes. Ça va être aussi l'objet de votre intervention ce soir, puisque la thématique est on ne peut plus une thématique d'actualité, citoyenneté, construction européenne, identité et construction européenne. Nous sommes en plein dans les débats politiques. Et je me réjouis en tout cas de pouvoir organiser cette manifestation avec la Maison européenne de Strasbourg et d'Alsace, la MESA, que dirige notre ami Ulrich Brunner, qui est bien connu dans les réseaux européens de Strasbourg et auquel je vais céder la parole et à qui j'adresse quelques mots de bienvenue en espérant que nous pourrons poursuivre la coopération entre notre institution et la vôtre. Merci, cher Président, merci Madame Lalumière d'être parmi nous. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur de l'IEP. Bonsoir, Madame la Ministre, chère Catherine. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir surtout aux étudiants de Sciences Po Forum qui ont eu l'initiative d'organiser cette soirée et je les en remercie vivement. Je voulais juste, peut-être, au-delà de ce que vient de dire Sylvain Schirman, dire quelques mots de la MESA, de la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, que nous avons créée en 2011, parce que, outre les nombreuses fonctions qui avaient déjà été énumérées pour Catherine Lalumière, elle avait aussi passé 2 périodes de législateur au Parlement européen, et elle avait entre autres aussi été ministre français pour signer les accords de Schengen, ce qui n'est pas inintéressant quand on parle de l'identité européenne. Mais nous avons donc créé cette MESA un peu avec la complicité de Catherine Lalumière, parce qu'elle est aussi présidente de la Maison de l'Europe de Paris et présidente de la Fédération française des maisons de l'Europe. Et à Strasbourg, ça ne fonctionnait plus très bien, donc nous avons créé cette Maison de l'Europe il y a un peu plus d'1 an pour développer le dialogue entre les institutions européennes et les citoyens, puisque Strasbourg bénéficie de la présence de ces institutions européennes, donc notamment du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, de sa Cour européenne des droits de l'homme, et il serait dommage que leurs travaux passent en quelque sorte un peu inaperçus auprès des citoyens de Strasbourg. Je sais que ce n'est pas le cas
à l'IEP, parce que les étudiants ici sont très attentifs à cela. Et je pense que c'est important, puisque l'année qui vient sera l'année européenne des citoyens. Elle sera aussi une année qui est importante pour l'horizon de l'Europe, puisqu'elle précédera celle de l'élection du Parlement européen en 2014. C'est dans cette perspective que nous avions d'ailleurs fait venir à la librairie Kléber au mois d'octobre 2 députés du Parlement européen, Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, 2 députés qui viennent d'horizons très différents, mais qui ont pondu ensemble un manifeste pour une Europe fédérale. Et je voudrais juste citer, par rapport au sujet de ce soir, une phrase qui se trouve dans ce manifeste, c'est soyons fiers d'être Européens. Être Européen est notre nom de famille, notre nationalité et notre prénom. Je trouve que c'est une belle image pour discuter de cette question d'identité. Et donc je ne voudrais pas prolonger maintenant mon prologue, mais laisser la parole d'abord, je crois, aux représentants de Sciences Po Forum qui sont là pour nous accueillir. Bonsoir à tous. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième conférence de Sciences Po Forum sur le thème de l'Europe, en partenariat avec la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, que je remercie chaleureusement pour son aide. Et bon, vous souhaitez une excellente conférence. Voilà. Et je passe la parole à celle qui va vous présenter le thème et l'intervenante. Bonsoir à tous. Donc, nous vous présentons une conférence sur le thème Identité et construction européenne, parce qu'il nous a paru important de lier ces deux sujets, notamment aujourd'hui, car comme le montre la candidature un petit peu menacée de la Turquie, le thème est d'actualité. On a d'habitude des contradictions qui semblent insolubles pour parler de construction européenne, que ce soit le conflit entre fédéralisme et souverainisme, entre plus ou moins d'autonomie économique, et entre élargissement et approfondissement, bien sûr. Mais justement, j'espère que Madame Elmire va réussir à dépasser toutes ces contradictions, comme elle a déjà fait durant des précédentes conférences organisées par la MESA, pour aller au-delà et apporter une véritable réponse à la possibilité d'une construction européenne qui soit pérenne et qui permette d'avoir une solidarité qui est de plus en plus concrète en ces temps de crise. Voilà, donc je vais passer la parole à Madame Elmire. Et après son exposé, vous pouvez poser des questions à la fin. Bien, je voudrais d'abord remercier Monsieur le directeur, le président de la Maison de l'Europe et les responsables de votre forum, Sciences Po Forum, pour les mots aimables qu'ils viennent de prononcer et puis pour avoir organisé cette soirée. Moi, je suis toujours ravi d'être invité à Strasbourg, de revenir à Strasbourg où j'ai passé des années extrêmement intéressantes et enrichissantes. Enfin, enrichissantes, entendons-nous. À l'heure actuelle, disons qu'on accuse parfois les gens qui font de la politique d'être un peu obsédés par le veau d'or. Ce qui, en l'occurrence, n'était pas le cas. Donc, voilà. Bien, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour débroussailler un sujet qui n'est quand même pas très facile. Vous m'avez dit, ce serait bien si vous veniez faire une conférence sur identité européenne et construction européenne. Identité et construction européenne avec un S. Bon. En fait, le sujet n'est pas évident du tout. Alors, vous serez indulgents. Je vais essayer de traiter le sujet. Bon.
premier exercice, pas si commode que ça. On a tendance un peu à déborder vers des voies adjacentes. Et puis, on a le débat pour combler un certain nombre de lacunes, parce que, bien évidemment, ce que je vais vous proposer n'est pas du tout exhaustif, et sur des sujets de cette ampleur, on peut multiplier les interventions et nuancer, contredire, etc. Laissons ça pour le débat ultérieur. Alors, ce thème que vous avez choisi, mais j'étais d'accord, peut surprendre, parce qu'aujourd'hui, quand on fait venir des conférenciers sur les questions européennes en général, c'est pour parler de la crise en Europe. La crise qui touche naturellement l'Union européenne, la crise économique, la crise financière, la crise monétaire et les conséquences sociales et politiques qui sont liées à cette crise. Mais cette crise, elle touche aussi le Conseil de l'Europe, et je salue ici un certain nombre de collègues que j'ai connus il y a maintenant de nombreuses années. Le Conseil de l'Europe aussi est traversé par des interrogations sur son avenir, sur sa mission, etc. Donc la crise, elle n'est pas réservée à l'Union européenne, elle touche également une organisation comme le Conseil de l'Europe, et disons que la crise, elle nous touche à un titre ou à un autre, à peu près tous. La situation économique est effectivement très grave, on a raison d'en parler, elle a des conséquences parfois dramatiques, et regardez ce qui se passe actuellement en Espagne, au Portugal, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences politiques importantes. Les conséquences politiques, on le voit, les gouvernements qui étaient en place au début de la crise 2007-2008 sont en train d'être battus les uns après les autres. La France n'a pas échappé à cette situation, mais aujourd'hui, je n'en dirai pas davantage. Alors, quand on s'interroge sur ce qu'il faut faire aujourd'hui, on tombe sur des contradictions qui sont très difficiles à surmonter. En fait, les objectifs que l'on voudrait atteindre simultanément sont contradictoires. Donc, on ne peut pas les atteindre exactement en même temps. D'un côté, on nous demande une remise en ordre des finances publiques, en diminuant les dettes publiques. Mais d'un autre côté, il faudrait relancer la croissance économique, ce qui nécessite des investissements, donc des emprunts et un risque de creusement de ces fameux déficits publics. Et nous sommes dans un cercle vicieux. Comment à la fois remettre nos finances publiques en ordre et diminuer nos endettements, et puis en même temps relancer la croissance. Ce n'est pas facile. Et puis il y a des contradictions également qui se manifestent sur des choix à plus long terme. Il faut relancer l'économie, oui, à court terme, c'est indispensable, et en même temps on nous dit attention, attention. Une économie trop productiviste va détruire l'environnement, détruire la planète. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce travail est lui-même extrêmement délicat, et c'est la responsabilité des politiques d'essayer de naviguer entre ces écueils. La gravité spectaculaire de la situation a pour résultat que l'on parle assez peu de cette autre crise que j'évoquais au tout début de mes propos. C'est une crise que je qualifie d'identitaire, mais que l'on pourrait appeler aussi une crise des valeurs, une crise morale, une crise du projet européen lui-même, et je reviendrai sur ce que j'entends par là, le projet européen. C'est aussi une crise politique au sens le plus noble du mot politique. De quoi s'agit-il, la crise identitaire? Nous allons essayer d'y voir clair
car cette crise-là est également très sérieuse et peut avoir des conséquences graves pour l'avenir de la construction européenne. Alors ma première remarque concerne les débuts de la construction européenne proprement dite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'idée de rassembler les États et les peuples européens au sein de structures communes va enfin se réaliser. Je dis enfin, car cette idée avait été exprimée plusieurs fois dans l'histoire. Et pas seulement par celui qu'on cite toujours, Victor Hugo, qui parlait déjà au XIXe siècle des États-Unis d'Europe. Il y en a eu d'autres, et avant Victor Hugo, qui avait ce rêve de créer des structures rassemblant les peuples et les États européens. Et se pose évidemment la question, pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles on va se lancer dans cette aventure après la Seconde Guerre mondiale? Dans les propos des pères fondateurs, on retrouve, présenté de façon un peu dispersée, mais l'ensemble est tout à fait cohérent, on retrouve les raisons suivantes, les idées suivantes. D'abord, ce formidable objectif de rassembler les peuples européens, cette idée germe contre un certain nombre de choses qui ont montré leur dangerosité. Il faut s'unir d'abord pour surmonter les drames causés par l'hypernationalisme qui s'est développé à partir du XIXe siècle, qui a été à l'origine de la Première Guerre mondiale et à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. L'hypernationalisme, les nationalismes exacerbés, voilà jusqu'où ils nous conduisent et à des guerres abominables. Donc il faut lutter contre les hypernationalismes. Deuxièmement, il faut s'unir pour conjurer les dérives de la démocratie dévoyée par les régimes totalitaires. Il ne faut jamais oublier que ces pères fondateurs ont connu dans les années 30 des régimes totalitaires qui se sont répandus comme la gangrène sur le continent européen. Vous avez Hitler, naturellement, en Allemagne. Vous avez Mussolini en Italie. Vous avez Franco en Espagne. Vous avez Salazar, Portugal. Et vous avez Staline, oui, en Union soviétique, qui déforme, qui dévoie le projet communiste qui, au départ, ne laissait pas supposer ce que cela allait devenir. Donc, la motivation contre l'hypernationalisme, contre le totalitarisme, et puis, il faut s'unir aussi pour rassembler nos forces et reconstruire nos villes, nos industries, notre agriculture. On commencera par le charbon et l'acier, et ensuite on s'attaquera aux autres destructions de la guerre, et on modernisera tout ça. Donc on est contre. Mais la motivation n'est pas simplement contre. Il y a également le souhait de se battre, de s'unir pour défendre un certain nombre de valeurs. J'y reviendrai par la suite. Mais il y a une raison qui englobe toutes les autres et qui se manifeste pendant cette période des pères fondateurs, qui n'a pas été explicitée formellement, mais qui a été présente dans les têtes en permanence. Il faut s'unir pour mener à bien un projet global, un projet politique
un projet de société, un projet original, car il sera celui de l'Europe. Ce sera le projet européen, nous y reviendrons. Donc vous avez tout au départ toute une série de motivations pour lancer cette œuvre prométhéenne de rassembler dans des structures communes les peuples et les États européens. Mais à cette époque, une question fondamentale reste sans réponse explicite. Qui va-t-on rassembler au sein de cette union? Quels sont les critères retenus pour sélectionner les élus? Les élus, au sens reçu, qui ont été bénis de Dieu, les élus. Dans les textes de l'époque, qu'il s'agisse du statut du Conseil de l'Europe en 1949, ou plus tard du traité de Rome pour la Communauté économique européenne, on parle seulement des peuples européens, des États européens. On n'a jamais défini ce que l'on entend par européen. Dans aucun des textes d'origine, on ne précise ce qu'est l'européanité, ni ce que seront les frontières du Conseil de l'Europe ou de la Communauté économique européenne que l'on est en train de créer. Dans le traité de Rome, par exemple, vous avez en préambule l'énumération de tous les chefs d'État, Sa Majesté le roi des Belges, le président de la République française, etc., etc. Ils sont tous les uns après les autres. Et vous avez la formule, qu'on retrouve peu ou beaucoup dans tous les textes de l'époque, toutes ces personnalités déterminées à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Quels sont les peuples européens? On ne sait pas. Ça n'a jamais été précisé. Évidemment, on peut penser que cette imprécision renvoie à un postulat simple et évident. Sont virtuellement concernés les pays et les peuples vivant sur le continent européen tel que défini par les géographes. C'est ça, être européen, c'est habiter sur le territoire du continent européen défini par les géographes. Mais force est de constater que le dessin des frontières est du continent dit européen sont parfaitement arbitraires et ne correspondent ni à l'histoire ni à des différences culturelles. Ces frontières continentales des géographes résultent de circonstances assez hasardeuses. Vous savez que la frontière entre l'Asie et l'Europe, sur le territoire de l'Empire russe, a été tracée par un géographe qui, je crois me souvenir, s'appelait Tatitchev, et qui travaillait auprès du tsar Pierre Ier. Et c'est lui qui a proposé la frontière de l'Oural pour séparer l'Europe de l'Asie. Et la motivation, c'était ni l'histoire, ni la culture, ni la raison. C'était quelque chose de très politique. À l'époque, ça n'a peut-être pas beaucoup changé, mais enfin quand même, à l'époque, la Sibérie ne compte pas pour le tsar. Ce qui compte, c'est la Russie peuplée de Saint-Pétersbourg, de Moscou, des grandes villes. Et ce que le tsar veut, c'est que cette Russie-là, la Russie de son cœur, soit rattachée à des pays qu'il admire, les pays de l'Europe occidentale. Donc, son géographe obéit aux orientations du tsar, et la frontière va faire en sorte de rattacher à l'Europe, ça fait quand même plus chic que l'Asie, on va la rattacher à l'Europe. C'est la Russie de l'Ouest.
Et puis l'autre, la Sibérie, on la laisse à l'Asie, c'est pas important. Vous m'avouerez que comme raison de fond justifiant la frontière entre l'Asie et l'Europe, on pourrait faire mieux. Si vous regardez la frontière de la Turquie, elle aussi elle est couverte sur le plan géographique. La région d'Istanbul, qui fait quand même aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants, c'est quand même pas minuscule, a été rattachée à l'Europe. L'Asie mineure, c'est l'Asie. Certains vous diront que la Turquie n'est pas européenne, puisque la majorité de son territoire est en Asie. Franchement, le Bosphore, les Dardanelles, comme frontière rationnelle, on fait mieux. Donc, tout ça n'a pas grand sens, en réalité. Et les géographes ne nous servent pas beaucoup pour définir ce qu'est le peuple européen, un peuple européen ou un pays européen. Les frontières géographiques sont un peu le fruit du hasard. Cependant, malgré le flou laissé par les pères fondateurs pour définir l'européanité et les frontières de l'Europe, on voit bien que la construction qu'ils entreprennent repose sur un socle qui n'est pas neutre, celui-là. Et par tâtonnement, car il n'y a pas un texte qui synthétise tout ça, mais par tâtonnement, les pères fondateurs se réfèrent à des principes, à des valeurs qu'ils considèrent comme un bien qui leur est commun et qui va constituer le socle et par la suite le ciment de leur vie. Et cela commence au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est créé dès 1949. Donc c'est la première organisation chargée de rassembler les peuples européens qui est créée. Et dans le statut du Conseil de l'Europe, il est clair qu'un certain nombre de valeurs, de principes, dont je vais vous parler dans un moment, sont considérés comme incontournables et vraiment les soubassements de la nouvelle organisation qui va être créée. Ce sont ces valeurs humanistes, les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, et toutes ces notions qui gravitent autour, l'esprit de tolérance, de réconciliation, le respect de l'autre, la volonté de vivre ensemble, etc., etc. Tout cela est déjà inscrit dans le statut du Conseil de l'Europe dès 1949. Et l'année suivante, en 1950, le Conseil de l'Europe, qui a quand même travaillé extrêmement vite, et d'autant plus vite qu'en réalité, ils y avaient tous réfléchi pendant les sombres années de la guerre, donc ils avaient des idées assez claires à l'époque. Dès 1950, le Conseil de l'Europe adopte la Convention européenne des droits de l'homme. Texte fondamental et très clair sur les droits de l'homme. Le texte est toujours en vigueur, il est complété par des protocoles, d'aller plus loin au fur et à mesure des possibilités. Mais dès ce moment-là, il est clair que ce qui va unir les futurs membres de ces structures de rassemblement qu'on est en train de créer, c'est l'adoption de ce socle de valeurs qui les réunit et qui leur sont communes. Je le dis souvent, on fait une erreur historique, mais c'est en même temps une erreur de fond, que de dire que la construction européenne a commencé avec le traité de Rome. C'est une erreur. Le premier texte important, adopté par les Européens après la guerre, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ont commencé par ça, parce que c'est le socle indispensable contre tout ce que je vous disais tout à l'heure, qui avait été à l'origine de toutes les catastrophes qui ont endeuillé les générations qui vous ont précédé. Et par la suite, la communauté économique européenne reprendra à son compte les fameux principes, mais de façon assez laconique.
Par exemple, dans le préambule du traité de Rome de 1957, il est seulement dit ceci, à la fin du préambule, résolu, c'est-à-dire les signataires, résolu à affermir par la constitution de cet ensemble de ressources les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort. Et dans ce texte, le dernier alinéa, on rappelle les objectifs paix et liberté, et on évoque un idéal commun. Et il faudra attendre la déclaration commune de l'Assemblée, du Conseil, de la Commission, pour préciser, postérieure au traité de Rome, pour préciser les valeurs communes et reprendre, en fait, pour la nouvelle communauté, les acquis du Conseil de l'Europe. Donc vous voyez, tous ces textes-là partagent une même philosophie politique et affirment dès le départ l'attachement à un certain nombre de principes. Mais il faut malheureusement reconnaître que dans le texte même du traité de Rome, on ne reparle plus de ces valeurs. Et dans le texte même du traité de Rome, on ne parle que d'économie. On a salué les principes de liberté, etc., dans le préambule, mais c'est une politesse. Mais ce ne sera pas une base de travail pour la nouvelle communauté. Et il faudra attendre les traités postérieurs au traité de Rome pour que l'on évoque à nouveau les valeurs et les principes fondamentaux. Et parmi ces évocations, nous avons la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est un très beau texte, qui ressemble énormément à la Convention européenne des droits de l'homme, et ça a été voulu d'ailleurs, c'est la même philosophie dans les deux textes. Et c'est ce texte adopté en 2000 et qui est maintenant inclus dans le traité de Lisbonne et qui montrera officiellement que l'Union européenne adopte vraiment et s'engage à respecter ces principes fondamentaux. Désormais, cette charte des droits fondamentaux est incluse dans le traité de Lisbonne, donc à valeur de traité. C'est très bien, mais l'Union européenne, la communauté d'abord, l'Union européenne après, ont mis un certain temps à donner une place véritable à ces principes que le Conseil de l'Europe avait adoptés dès les premières années de la construction européenne. Entre-temps, les prises de position des uns et des autres, tant au Conseil de l'Europe que dans les instances de la communauté, de l'Union européenne, les jurisprudences de la Cour de Strasbourg, comme celles de la Cour de Luxembourg, ont précisé beaucoup de points et ont fait évoluer le droit, les règles juridiques, mais fondamentalement, les orientations sont restées les mêmes. Dès lors, peut-on dire que ces principes, que ces valeurs, réaffirmées de temps à autre depuis 60 ans, partagées officiellement et apparemment par tous les membres, tous les États membres des organisations européennes, qu'il s'agisse du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, peut-on dire que ces principes sont la marque d'une identité européenne, la marque de l'identité européenne? Ou est-ce une illusion? Quelque chose que l'on affirme, mais qui ne correspond pas à une réalité. Et par conséquent, est-ce une illusion qui peut disparaître à la moindre occasion, par exemple à l'occasion d'une crise qui voit souvent ressurgir des réflexes nationalistes et de repli sur soi aux antipodes du projet européen. En un mot, y a-t-il une identité européenne profonde? Et si oui, quelle est-elle vraiment? Quand je dis une identité européenne profonde, c'est une identité si forte qu'elle
est capable de résister aux aléas de l'histoire, y compris à des crises qui chamboulent un petit peu tous ceux qui en sont victimes. Je ferai d'abord une remarque incidente sur le concept même d'identité. Identité par-ci, identité par-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ce concept, on le dit souvent, est un concept très ambigu. Il est parfois utilisé pour se définir, pour se démarquer par rapport aux autres. Dans ce cas, il est utilisé pour se replier sur soi-même, et même parfois pour manifester de l'hostilité envers l'autre, l'étranger, l'autre différent de moi. Lorsque ces dernières années, et malheureusement en Europe et même dans notre pays, lorsque ces dernières années, certains responsables politiques parlaient de l'identité française, de la nécessité de protéger l'identité française, ces propos laissaient penser que l'on avait l'intention de rester entre nous et de repousser l'autre comme on repousse un ennemi. Bien évidemment, si aujourd'hui j'utilise le mot identité européenne, ce n'est pas dans le sens de la fermeture. Tout au contraire. Si j'emploie ce mot, ce serait plutôt dans le sens de l'ouverture. Pourquoi? Parce que si l'Europe a une identité, une caractéristique, c'est d'avoir toujours été ouverte. L'Europe est devenue ce qu'elle est, car sans doute grâce à une situation géographique privilégiée, elle est bordée par l'océan Atlantique, elle a même la Méditerranée, la mer Rouge, etc. Si l'Europe est devenue ce qu'elle est, c'est sans doute grâce à sa situation géographique, elle a pu avoir des contacts avec le monde entier. Elle en a profité pour prendre non seulement, au travers de ces contacts, des biens matériels, la colonisation lui a permis de faire main basse sur un certain nombre de productions dans les pays colonisés, mais elle a aussi pris à l'extérieur des idées et des arts. Elle s'est inspirée de la musique, de la danse, des arts plastiques, etc. Bref, l'Europe s'est nourrie des emprunts qu'elle a fait au monde entier. Je dis souvent, l'Europe a été une éponge. Au fil des siècles, elle a pompé tout ce qu'elle pouvait pomper à droite et à gauche. Elle a donc été extrêmement ouverte aux influences d'où qu'elles viennent, de tous les continents au fur et à mesure qu'on les découvrait. Par conséquent, si je parle ce soir d'identité européenne, ce n'est absolument pas pour faire de l'Europe une forteresse fermée. C'est tout le contraire. Parce que pour moi, l'ouverture fait partie des gènes de l'identité européenne. Quelque chose de fondamentalement ouvert et pas du tout tenté par la fermeture, comme certains voudraient qu'elle soit. Mais ce serait contraire à toute son histoire et à tous ces siècles d'histoire. Mais encore, qu'est-ce qui constitue en profondeur l'identité européenne? Est-ce solide? Est-ce une réalité? Et finalement, qu'est-ce que c'est l'identité européenne? Et qu'est-ce que l'Europe? Qu'est-ce que c'est l'Europe? Et qu'est-ce que c'est être européen? Et qu'est-ce que c'est se sentir européen? Ce sont des questions qui se tiennent toutes les unes les autres. D'innombrables auteurs se sont penchés sur la question, et ceci depuis des siècles. Et même, je dirais, depuis des millénaires, puisque le mot Europe remonterait au poète Hésiode.
pêle-mêle, je cite quelques noms d'auteurs que vous connaissez sans doute, en tout cas que je vous encourage à lire si vous en avez l'occasion. Je retiens simplement, je citerai d'abord, à tout seigneur, tout honneur, les travaux du Conseil de l'Europe sur l'identité européenne. Il y a eu de très nombreux colloques, de très nombreux travaux, des textes votés par l'Assemblée parlementaire sur ce qu'est l'identité européenne. Et notamment, après 1989, quand on s'est interrogé sur l'ouverture du Conseil de l'Europe vers les pays d'Europe centrale et orientale, après la chute du mur de Berlin, il y a eu ces questions que j'évoque sereinement devant vous aujourd'hui, mais on les a posées au Conseil de l'Europe avec passion, en disant bon, nous devons réunir des peuples européens. Mais jusqu'où va-t-on aller? Qui est européen? Quels sont les critères de l'européanité? Donc il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux et des textes qui ont été votés par l'Assemblée parlementaire. Et puis, je vous le répète, beaucoup de colloques et de contributions faites par des experts, des spécialistes, etc., pour essayer de définir l'identité européenne, ce qu'est l'Europe, ce qu'est l'européanité, et tout le monde n'était pas d'accord, d'ailleurs. Ça a été l'objet de débats tout à fait intéressants. Et parmi les auteurs contemporains, qui sont très connus, je citerai par exemple Denis de Rougemont, notamment son ouvrage, qui est une bible pour le Conseil de l'Europe, un petit peu, 28 siècles d'Europe. Denis de Rougemont a écrit ça après la guerre, mais c'est quelqu'un qui avait également été un philosophe, un sociologue suisse, pardon. Il avait beaucoup travaillé sur les questions culturelles de l'Europe. Qu'est-ce que la culture européenne? Qu'est-ce que l'identité européenne? Denis de Rougemont est un nom, c'est quelqu'un qui a eu une grande influence. Vous avez à cette époque aussi Emmanuel Berle, Julien Banga, discours à la nation européenne. Lui il parle carrément d'une nation européenne. Elle est un peu vite et un peu loin quand même. Le fameux Stefan Zweig, qui s'est suicidé à la veille de la guerre, cet homme de culture passionnément amoureux de l'Europe, et voyant ce qui était en train de devenir cette Europe, et surtout l'Allemagne, il s'est suicidé de désespoir devant cette catastrophe, ce retour à la barbarie de l'Europe. Et puis vous avez, qui écrivait déjà à l'époque dont je parle, mais qui est toujours vivant, Edgar Morin, indestructible. Et toute son œuvre est une interrogation sur la culture européenne, et notamment ce livre qu'il a publié, je crois, dès 1987, Penser l'Europe. Penser l'Europe, c'est très pédagogique, c'est très bien fait, et c'est toute une analyse. Qu'est-ce qui fait l'originalité de l'identité européenne, de la culture européenne? Edgar Morin a beaucoup travaillé ces questions. Et puis, vous avez par exemple beaucoup de gens de l'Europe centrale à s'interroger ici, parce que au moment de la chute du mur de Berlin, vous aviez quand même des gens à l'ouest qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ces barbares qui nous viennent de l'Union soviétique, hein, et qui contestaient l'européanité de ces pays. Et le Conseil de l'Europe a vécu ces cas de conscience en disant enfin, culturellement, historiquement, bien sûr qu'ils sont européens, ils font partie de l'identité européenne, ils sont une composante de l'identité européenne, mais vous aviez des gens qui le leur contestaient en disant, vous vous rendez compte, ça fait 50 ans sous le régime communiste, vous n'êtes plus des Européens, vous êtes complètement déformés, irrécupérables. On a tout entendu. Hein, et alors je pense à des écrivains, des historiens comme Bronislaw Geremek, bien connu au Conseil de l'Europe. Si on lui avait dit qu'il n'était pas un Européen, bon, c'était sans doute un des grands intellectuels de l'Europe aujourd'hui. Mais vous avez également Václav Havel. Václav Havel a fait des discours, compris devant le Parlement européen ou à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, sur le thème « Pourquoi suis-je un Européen ?» Et
si on lui avait dit qu'il contestait son européanité, mais il nous aurait trucidés. C'était bon. Mais il a écrit des choses avec des arguments, avec des exemples, etc. Qu'est-ce que c'est que l'identité européenne qui lui était chère et à laquelle il se rattachait? Bon, vous avez des philosophes comme Habermas, vous avez Grünberg, des philosophes allemands, vous avez Marcel Gaucher, par exemple, en France. Enfin, je peux vous citer comme ça des listes d'historiens, de sociologues, de philosophes qui ont tous écrit sur ces questions d'identité européenne. Dans les historiens, je pense à Jacques Le Goff, spécialiste du Moyen-Âge, mais qui a aussi creusé qu'est-ce qui fait l'originalité des Européens, qu'est-ce qui les caractérise, etc. Et puis à Strasbourg même, quelqu'un comme Marie-Thérèse Lutsch, par exemple, a travaillé aussi sur ces questions. Et j'ai là aussi, dans les écrivains tout à fait contemporains, ce livre de Élie Barnavi sur l'Europe frigide, où il nous admoneste en disant « Vous avez déformé le projet européen en le rendant triste, matérialiste, alors qu'il y avait à la base un projet philosophique magnifique, culturel superbe. Donc, l'Europe frigide, naturellement, l'Europe ne devrait pas être frigide. Mais vous l'avez rendue, vous les Européens, frigide parce que vous l'avez déformée, cette Europe. Et vous l'avez rendue ce qu'elle n'était pas à l'origine. Élie Barnavi, je pense à un autre, malheureusement, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais l'Espagnol Samprin, qui a aussi beaucoup travaillé sur ces questions. Et tous ces auteurs se sont interrogés sur l'identité européenne, et toujours sous l'angle de la culture européenne. De quoi est-elle faite? Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les traits d'originalité, etc. Et au total, je cite un auteur dont on parle beaucoup ces temps-ci en France, en Europe, Jeremy Rifkin, sociologue américain, qui oppose le rêve américain et le rêve européen. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, il considère que le rêve américain a du plomb dans l'aile, et pour lui, le rêve européen est beaucoup mieux, et beaucoup plus moderne, et beaucoup plus destiné à avoir un grand avenir. Alors, tout le monde ne partage pas l'optimisme de Rifkin, mais enfin, c'est un sociologue américain, contemporain, qui a été assez fasciné par la culture européenne et le projet européen. On pourrait parler pendant des heures de cette identité européenne. Parce que, en tout cas, pour ma part, j'avoue que je fais partie de ceux qui considèrent que cette identité existe bel et bien. Mais ce qui manque souvent, et il faut le reconnaître, c'est d'en avoir conscience. L'identité européenne existe, mais trop souvent, les Européens n'en ont pas vraiment conscience. On est devant une situation baroque, d'une identité, oui, reconnue par certains, oui, mais le grand nombre n'en est pas du tout conscient. Alors, pour répondre à la question posée, identité européenne et construction européenne, je vais vous proposer un certain nombre de remarques. Tout d'abord, nous l'avons vu plus haut, la géographie ne peut guère nous servir pour tracer les contours de cette identité. Tout au plus, on peut dire que s'il y a une identité européenne, elle correspond grosso modo au contour de la Méditerranée et aux territoires qui s'étendent entre la rive nord de la Méditerranée et la Scandinavie. Mais c'est grosso modo. Ce n'est pas un critère précis. Par contre, l'histoire joue un rôle essentiel. Les habitants de cette vaste zone de contour imprécis
ont partagé des siècles d'histoire commune, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et ils ont eu entre eux beaucoup de contacts. Et là, la Méditerranée a certainement eu un rôle déterminant. La mer Méditerranée a permis des brassages d'idées et d'expériences dans tous les domaines, la philosophie, la religion, les religions, les sciences, les arts, etc., etc. Et ces peuples ont vécu parfois, rarement, il faut le dire, en bonne intelligence. Le plus souvent, ils étaient rivaux, et très souvent en conflit. Mais même en se faisant la guerre, on s'influence mutuellement. Et c'est ce qui s'est passé. Dès le mythe de l'enlèvement d'Europe, nos lointains ancêtres exprimaient cette fécondation mutuelle de l'Orient. L'Orient, c'est la nymphe Europe, c'est la princesse Europe. Elle est belle, elle est fine, elle est certainement intelligente, elle a toutes les qualités. Elle vient d'Orient, d'Asie mineure. Et puis, c'est le mariage avec l'Occident. Alors l'Occident, lui, il est représenté par Zeus, qui prend la forme d'un taureau. Avantage, il est fort. En matière de finesse, on fera mieux. Et j'interprète ce mythe, parce que tout le monde peut l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Hein. Comme les mariages de l'Orient et de l'Occident, la civilisation, le raffinement, venant d'Orient, est représenté par Europe elle-même. Et si on dit que c'est Hésiode qui a été le premier à utiliser les mots Europe, c'est vrai, et c'est que Europe incarnait quelque chose voisin du progrès, oui, du raffinement, de la sophistication, de la beauté. C'est joli, ce mythe d'Europe. Hein. Surtout qu'on peut l'interpréter comme on veut. Il n'y a pas d'interprétation officielle. Mais enfin, il résulte de cette présentation que l'Occident, c'est plutôt la force brute, à la limite de la barbarie. Mais l'influence de l'Orient est venue polir tout cela, cultiver tout cela et raffiner tout cela. Par la suite, des siècles d'histoire commune vont laisser quand même d'innombrables traces dans nos mémoires et dans nos manières de penser et nos manières de vivre. Parce que comment définir la culture si ce n'est ça? En fait, ce sont les manières de penser et les manières de vivre d'un groupe humain, d'un individu. Donc l'histoire a eu beaucoup d'importance pour définir l'identité européenne. Et puis il y a la culture. La culture est l'une des caractéristiques des Européens, enfin une des caractéristiques des Européens est d'avoir engendré une mosaïque de cultures différentes et de langues différentes. C'est un véritable foisonnement de cultures. C'est une incroyable richesse qui perdure jusqu'à aujourd'hui au point que l'on peut affirmer que la diversité culturelle, le multiculturalisme sont l'une des principales caractéristiques de l'identité européenne. L'identité européenne, elle n'est pas uniforme. Une de ses caractéristiques, c'est qu'elle réunit une pluralité de cultures différentes. Mais ce pluralisme, cette diversité, ce foisonnement ne signifie pas que chaque culture a vécu de façon isolée, cloisonnée, derrière des barrières. Au contraire, ces différentes cultures ont engendré des points communs. Et nous avons, c'est ce qui fait la richesse et en même temps la complexité de la situation, vous avez une mosaïque de cultures qui se sont développées ici et là, mais le brassage européen a permis à ces différentes cultures de dégager un certain nombre de traits communs.
naturellement, ce sont ceux très communs qui vont constituer l'identité européenne. Et c'est ainsi que, en premier lieu, elles ont dégagé, ces cultures ensemble, des méthodes de pensée qui ont abouti à des résultats spectaculaires, et notamment par le rôle donné à la raison. La pensée européenne est rationnelle, et ce sera à la base de toute la civilisation européenne, la place donnée à la raison. La croyance en la possibilité du progrès, la croyance dans le progrès, c'est aussi une des caractéristiques de la pensée européenne. Et vous avez par exemple des pensées, notamment la pensée arabe, à partir du XVIe siècle. On s'est souvent interrogé pourquoi, alors que les peuples arabes étaient très en avance à l'époque du Moyen-Âge, pourquoi à l'époque actuelle y a-t-il ce retour en arrière? Et si on analyse de façon un peu plus fine, on s'aperçoit qu'à partir du XVIe siècle, l'interprétation du Coran a été faite par des mollahs qui avaient posé en principe que leur interprétation des textes était indépassable, que la vérité était dans le passé, jamais dans l'interprétation nouvelle. Avec cette attitude d'esprit, au bout de quelques siècles, vous avez stérilisé, vous avez gelé la créativité de la pensée. Or, une des caractéristiques des Européens, c'est que, dans leur majorité, ils ont au contraire cru dans la possibilité du progrès et cherché en permanence à dépasser les idées présentes. Et ça crée une dynamique qui a été à la base aussi de la pensée européenne. C'est aussi parmi ces caractéristiques l'attachement à la rigueur scientifique et la conviction que la science est possible et a des vertus irremplaçables. Tout cela explique que, avant d'autres parties du monde, et contrairement à d'autres parties du monde, l'Europe se soit signalée par des découvertes et des inventions tout à fait spectaculaires et remarquables, non seulement dans le domaine des sciences mathématiques ou physiques, mais aussi dans le domaine de la philosophie, des sciences sociales et des sciences humaines. Tout cela peut être discuté, évidemment, et tous les spécialistes ne sont pas unanimes, mais personnellement, j'ai été frappé par les analyses qui conduisaient à dire cela. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ces analyses de l'histoire de la pensée. Et quand on s'interroge sur les raisons pour lesquelles, à un moment donné de l'histoire, l'Europe a été en tête, c'est qu'il y avait, dès le départ, une manière d'aborder la réalité, une manière de réfléchir qui était originale et qui était porteuse d'un certain nombre d'évolutions. En second lieu, on constate que cette machine à penser, cette machine intellectuelle dont les Européens se sont dotés, a élaboré au fil des siècles des principes de vie, des valeurs sociales qui vont s'affiner au fil du temps et faire de la société européenne un modèle. Alors je mets des guillemets à modèle parce que ça ne veut pas dire qu'il soit parfait, mais il n'y a pas d'autre mot, un type de société, oui, un modèle de société original dans le monde. Et c'est notamment le fait et le fruit des grandes religions monothéistes du Proche-Orient, la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane. Alors, je les mets ensemble, non seulement parce qu'elles sont nées au même endroit, mais parce qu'elles ont beaucoup de points communs. Malgré les guerres de religion des uns contre les autres, en réalité, fondamentalement, ces trois religions monothéistes sont tout à fait cousines germaines. Et ce n'est pas surprenant. Elles viennent des mêmes racines intellectuelles et elles viennent des mêmes endroits. Et ces religions ont complété et ont été également fécondées par les traditions grecques et romaines, et toutes ensemble on aboutit
à des notions comme la notion de droit de l'homme, qui est le fruit de tous ces courants de pensée qui ont convergé en Europe, qui ont convergé vers les valeurs humanistes, la notion de droit de l'homme, la notion de liberté individuelle, qui joue évidemment un rôle central dans la culture européenne. Et autour de ces notions gravitent d'autres principes, mais qui les complètent, qui sont de la même essence. C'est le respect de l'état de droit, la notion de démocratie, la tolérance envers les idées et les comportements des autres, la solidarité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Christ, mais c'est à la base de toutes nos valeurs, Convention européenne des droits de l'homme, Charte des droits fondamentaux, etc. Nous avons récupéré tout cela. Ça fait partie de l'identité européenne, de la culture européenne. Tout cela a été repris, repensé, complété, affiné, réformé au fil du temps. Les grandes étapes sont bien connues. Vous les connaissez, la Renaissance au XVe siècle, la Réforme au XVe et XVIe siècle, le siècle des Lumières, celui du XVIIIe siècle, et les philosophes, et au XIXe siècle, l'émergence de la pensée socialiste soucieuse de justice sociale. Alors c'est un fourre-tout ce que je vous dis, mais ce fourre-tout, c'est l'identité européenne, c'est l'Europe qui a engendré toutes ces idées, et puis on a fait un brouet que certains diront peut-être indigeste, que d'autres au contraire considéreront comme magnifique et d'une richesse incomparable. À ce propos, d'ailleurs, je ne regarde d'oublier un phénomène qui petit à petit est devenu une des caractéristiques lourdes de conséquences de l'Europe. C'est la séparation du politique et du religieux. Autrement dit, pour les Français, la notion de laïcité. Quand on regarde un peu le reste du monde, on est les seuls à avoir théorisé la séparation du politique et du religieux. Et regardez comme nous sommes un peu déconcertés quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. On ne comprend pas très bien comment le religieux est aussi présent dans la vie publique. Mais c'est sans doute une des originalités des Européens, c'est d'avoir séparé les deux. Voilà donc toute une série de caractéristiques qui font de l'Europe, ce petit bout de l'Asie, un formidable creuset dans lequel ont été conçues des idées nouvelles concernant l'organisation de la société et plus particulièrement la place de l'homme dans la société. Alors à tout cela, il ne faut pas oublier d'ajouter l'apport de l'art dans ses différentes formes. La musique, évidemment, l'Europe c'est Mozart, Beethoven et les autres. La peinture, incroyablement féconde, aussi bien depuis les primitifs jusqu'à Picasso. La littérature, dont on ne sait plus qui citer parmi les plus grands, Tolstoï, Dostoïevski, Victor Hugo, Goethe, Shakespeare, etc., etc. Bon, bref, c'est absolument énorme. Et si on veut sortir un petit peu des grands noms, des grands créateurs, des très grands artistes, je citerai c'est un petit exemple un peu dérisoire, mais qui est quand même assez révélateur. Vous avez appris, vous savez qu'il y a quelque temps, il y a 2-3 ans, l'UNESCO a inscrit dans le patrimoine culturel de l'humanité, alors on a dit la gastronomie française, non, c'est mieux que ça, c'est le repas à la française. Ah, ça c'est tout à fait étonnant. Mais en même temps, c'est révélateur, parce que le repas à la française, bon, certains peuvent le trouver un peu long, le repas, on peut rester à table longtemps, hein, et un peu digéré comme le reste. Mais c'est quand même quelque chose de très caractéristique d'un art de vivre. Et cet art de vivre a été analysé par les experts de l'UNESCO
comme quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'à l'époque des fast-foods et des coups de machin, etc., le repas à la française, il est complètement anachronique, mais il est aussi caractéristique d'une manière de vivre. Alors c'est dérisoire, hein, bien sûr, mais je le cite quand même parce que, oui, il y a des spécificités. Oui, nous avons un certain nombre de manières de vivre, de manières de penser, mais aussi des manières de vivre qui nous caractérisent. Et tout ça constitue un patrimoine absolument gigantesque qui sous-tend notre identité. L'identité européenne n'a jamais été conçue de manière fermée, je l'ai dit et redit, elle a toujours été ouverte vers le reste du monde. Si elle se fermait, si elle se reniait, si elle s'appauvrissait, eh bien c'est tout simplement la mort de l'Europe et des Européens. Vous n'aurez plus aucune raison d'être, donc disparition, rayée de la carte et rayée de l'existence à l'échelle mondiale. En définitive, voilà ce qu'est, à mon sens, l'identité européenne, ce que nous partageons entre nous les Européens, et ce dont nous avons hérité, pas pour le conserver jalousement, mais pour le faire rayonner. Alors se pose aujourd'hui la question, que va devenir cette identité européenne dans un monde en crise, mais pas simplement en crise, en plein bouleversement. L'identité européenne aujourd'hui correspond-elle, et quel est son avenir, au stade actuel de la construction européenne? Aujourd'hui, nul ne peut le contester, les menaces sont considérables. Et elles viennent de plusieurs côtés. Il y a la menace de ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire la libéralisation des échanges à l'échelle de la planète, qui risque de broyer les particularités de l'Europe. Et broyer non seulement notre économie, mais aussi notre modèle de société, par exemple le volet social. Le volet social est très menacé. Et nous vivons cette menace tous les jours. Et ceci d'autant plus que dans le même temps, une deuxième menace apparaît due à l'émergence de très gros partenaires qui sont aussi de très gros concurrents, non seulement des concurrents économiques, mais aussi des concurrents culturels. La Chine, l'Inde, le Brésil, et j'en passe, sans oublier évidemment les États-Unis qui sont apparemment plus proches de nous, mais sont en fait bien différents. En outre, nous vivons aujourd'hui la révolution numérique, que vous connaissez parfaitement, avec des outils de communication qui bouleversent nos méthodes de travail et nos modes de vie, et qui bouleversent aussi nos modes de pensée. C'est plus grave. Que vont devenir nos habitudes de lecture, d'écriture, de réflexion, conduites avec lenteur, en cherchant la profondeur, alors que les nouvelles technologies nous invitent à être rapides et superficiels? Et en définitive, que va devenir notre modèle de société? C'est un modèle assez complexe, assez sophistiqué, que nous avions mis des siècles à élaborer et qui, par rapport à d'autres types de sociétés, asiatiques ou américaines, a le mérite d'un certain équilibre entre l'économie, le social et le respect des valeurs humanistes. Notre modèle de société, il est compliqué, mais il est équilibré. En tout cas, il a un certain équilibre. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on a à la fois des soucis économiques, des préoccupations sociales et des préoccupations concernant les libertés, les droits de l'homme, le respect de l'individu. Le cocktail des trois est rare.
le sujet était immense. Depuis une trentaine d'années, l'Europe, en l'occurrence l'Union européenne et les États membres, ont été fortement influencés par des doctrines dominantes ailleurs, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et je pense à la doctrine de l'ultralibéralisme. Et ce sont aussi des pays qui ont fortement contribué à privilégier les gains financiers par rapport à la production industrielle. Tout cela nous a mis dans des situations difficiles. Tout cela est en fait à l'origine de la crise financière, monétaire et économique dont nous souffrons aujourd'hui. Alors, faudra-t-il continuer à suivre docilement des orientations définies ailleurs, mais en fonction d'une conception de la société qui en réalité n'est pas la nôtre? Ou est-ce que nous allons essayer de réagir et de réorienter les politiques européennes vers des priorités qui soient plus conformes à nos idées? Vous savez que ces théories économiques en vogue aux États-Unis, dit souvent, sont les enfants de la pensée de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et je ne sais pas si le protestantisme est à l'origine de la crise des subprimes, mais il reste qu'en effet, il y a eu une sorte de doctrine qui s'est développée outre-Atlantique et qui a donné au matérialisme et à l'argent une place absolument dominante. Ce triomphe du matérialisme et la place prise par l'argent n'est pas tout à fait compatible avec ce que je vous ai dit de la culture européenne. Elle est en train de perdre son âme si elle se laisse complètement contaminer par des idées qui viennent d'ailleurs. Or, la construction européenne a besoin d'une identité. Elle a besoin de sens. Elle a besoin de valeurs. Elle a besoin de principes. Elle a besoin d'un idéal.